Bon, ben, j'ai le capitaine Sébastien Ouimet en ligne, en attente. Comme je vous ai expliqué avant de rentrer en entrant en ondes en début d'émission, depuis quelques semaines, on a énormément de nouvelles, puis d'événements qui concernent l'itinérance en Estrie. Et puis, il y a 2 semaines, il y avait la semaine de la police avec l'événement à porte ouverte le samedi. Puis, je suis allé faire un tour, puis je suis tombé sur l'équipe de Lexi, qui est l'équipe en cohabitation sociale et itinérance au SPS. Et puis, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Donc, je me suis organisé pour avoir le capitaine Sébastien Ouimet qui va venir nous expliquer un petit peu ce que fait cette escouade-là. Donc, capitaine Ouimet, bon matin. Bon matin, M. Bouvette. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Good. Donc, c'est ça, j'ai été surpris un petit peu de voir l'ampleur des services qui étaient offerts à la communauté, autre que, bon, ce qu'on entend de la police, là, l'étiquette puis Oui. les affaires comme ça. Et puis, c'est ça, en parlant avec les officiers là-bas, on m'a dit que c'est un programme qui avait été en projet pilote pendant 1 an, mais là, qui était vraiment lancé. Qu'est-ce que c'est exactement l'escouade EXI? Le squad Axi, c'est 4 policiers qui sont consacrés exclusivement à la cohabitation sociale et à l'itinérance. La différence, si on fait le parallèle avec des agents qui sont à notre équipe mobile d'intervention psychosociale, qui, eux, répondent à des appels vraiment en première ligne. Ils vont aider les patrouilleurs lorsqu'il y a des situations d'état mental perturbé ou de personnes en situation de crise. Mm-hmm. Ils vont aller sur ces appels-là. Tandis que nos agents, Alexis, c'est davantage en deuxième ligne, vont parfois prendre des appels avec des situations de personnes en situation d'itinérance où est-ce que ils peuvent assister les patrouilleurs ou carrément prendre en charge d'appels, mais principalement, ils vont faire beaucoup ce qu'on appelle là, l'anglicisme du reaching out. Ils vont aller vers les gens en situation d'itinérance, que ce soit sur la rue ou en campement ou autre, pour offrir des services, essayer de donner des services, voir qu'est-ce qui est le plus approprié pour eux, là, s'assurer qu'ils sont connus, qu'ils sont en santé, puis que ce soit psychosocial ou physique ou autre, là, de s'assurer qu'ils connaissent bien les ressources. Fait qu'ils sont vraiment en action, ils ne sont pas en attente que le téléphone sonne, ils sont dans la rue à rencontrer, puis à jaser, puis à se faire connaître par les itinérants de la région. Oui, exactement. Les personnes en situation d'itinérance auprès d'eux, mais aussi, c'est dans l'appellation équipe cohabitation sociale d'itinérance, la cohabitation sociale, ça l'implique également de rencontrer les citoyens, les commerçants, des restaurateurs au centre-ville ou en périphérie du centre-ville. Là, toute situation où est-ce que la cohabitation peut parfois être plus difficile de bien faire connaître les réalités. Comment interagir un peu avec les personnes marginalisées ou vulnérables là, qui peuvent donner l'impression ou amener un sentiment d'insécurité, mais qui rarement vont être la source de violence. Parce que cette semaine, c'était la conférence sur l'itinérance à Sherbrooke, là, au Cégep, avec la table de l'itinérance. Oui. Le SPS fait partie de cette table-là, je pense. Hein? Oui, on est présent. Il y a 2 membres de la ville là, avec une collègue de la vie communautaire des loisirs là, de la ville de Sherbrooke. Et c'est moi qui siège là, à chaque rencontre. C'est important de bien se connaître toutes les ressources, expliquer nos enjeux, puis être en mesure de travailler vraiment en concertation puis en complémentarité. Parce que ici, à Sherbrooke, moi, je suis allé à Montréal, je viens de Montréal, donc je passe régulièrement par là-bas, puis on entend parler dernièrement là, du campement sur la rue Notre-Dame. Pour ceux qui ne sont pas au courant, puis qui connaissaient Montréal un petit peu, c'est entre le pont Jacques-Cartier, puis la rue Pie-Neuf, qui est la grosse usine du sucre Lantique, là. C'est le côté nord de Notre-Dame, il y a des tentes à grandeur, il y en a, ça va de la rue jusqu'à 200 pieds plus haut. C'est assez extraordinaire à voir, là. C'est désolant aussi d'un autre côté. Ici à Sherbrooke, bon, d'après les rapports, puis ce qu'on entend cette semaine, on dit qu'il y a environ 700 itinérants dans la région. Est-ce que c'est pas mal tout dans la région du centre-ville ou? Il y a un certain étalement qu'on peut remarquer là, depuis quelques années, là, depuis 2-3 ans. Il y a davantage d'étalement, là, que ce soit au nord ou au sud du centre-ville, puis des 2 côtés aussi, à l'ouest, évidemment. Mm-hmm. Donc, pas uniquement au centre-ville. Puis,
la composition, parce que je sais qu'au niveau de l'itinérance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de dépendance, puis il y a beaucoup de cas de santé mentale. Mais il y a quand même des gens qui sont en problème financier. Les gens qui sont en problème financier à Sherbrooke, avez-vous une idée du pourcentage? C'est-tu des gens qu'on est capable d'aider rapidement? Ben, c'est sûr qu'aider rapidement, l'accessibilité au logement, moi, c'est moins dans mon carré de sable puis dans mon expertise. Mhm. Il y a plein de ressources, la coop L'Autre Toit, par exemple, l'Office municipal d'habitation qui discutent ensemble pour essayer, quand on réfère des gens qui ont été sont plus en mesure d'être en logement, ben il y a des ressources qui voient à fournir des logements à plus de personnes possible. Évidemment, la situation, je suis pas en mesure de vous donner un pourcentage pour répondre à votre question, OK. Du pourcentage de gens qui, c'est un problème socio-économique qui est fait qui vivent dans la rue. Vous parliez de dépendance, santé mentale, ce que je m'étais déjà fait poser la question, puis je me suis renseigné pour être en mesure de mieux répondre dorénavant. On parle de santé mentale, environ 50% des chiffres qui sont normalement véhiculés, 50% des gens qui vivent dans la rue qui ont des problématiques de santé mentale. Mhm. Parce que c'est ça, moi je connais des gens justement à Montréal qui travaillent avec les itinérants, puis il y en a qu'on essaie de placer dans des logements sociaux, des habitations sociaux, puis c'est des gens qui retournent dans la rue. On dirait que c'est ce qu'ils veulent faire. Puis c'est vraiment plus creux que juste leur fournir un logement, là. Ben, c'est sûr que c'est complexe, la réintégration en logement, la réaffiliation sociale. Prendre quelqu'un de la rue directement, puis le mettre en logement sans supervision, sans accompagnement, c'est difficile. On demande à des gens là qui, tu sais, de prendre soin de leur logement, de socialement être en mesure de subvenir à leurs besoins d'une façon différente, qui est plus dans les normes sociales, si on veut. C'est difficile souvent, puis effectivement, il n'y a pas que des succès là-dedans. Non. Il existe différents, comme à Montréal ou ailleurs, des logements de transition avec accompagnement pour les aider justement à se reprendre en main, puis à redévelopper leur autonomie pour être en mesure là, d'avoir éventuellement un logement là, de façon autonome. Pour revenir à la squad Axi, les agents dans la rue, est-ce qu'ils sont habillés avec les mêmes uniformes que les agents réguliers en patrouille? Ils ont l'uniforme régulier des patrouilleurs, mais ils ont un signe distinctif qui est le brassard. Les 4 agents ont un brassard jaune fluo, là, vraiment distinctif à leur épaule gauche. Donc, quand ils sont en déplacement, soit la population, toute classe confondue, là, mais nos personnes en situation d'itinérance sont en mesure de les reconnaître facilement. Puis de toute façon, au fil du temps, là, ils se connaissent de part et d'autre par leur prénom. Là, tout le monde se connaît, fait que le climat de confiance est établi. Mais s'il arrive quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un qui malheureusement se retrouve à la rue, ils peuvent reconnaître là, ces policiers-là par ce signe distinctif. Parce que ça, c'était mon autre question. L'acceptation au niveau des itinérants envers cette escouade-là, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est où, quand ils les voient arriver, ils se sauvent? Non, oui, elle est bonne. Ils savent là, que, je dis ça, là, on a des bons policiers partout dans toutes les sections, mais pour eux, là, ce qu'on entend, c'est que quand ils voient qu'ils ont les brassards jaunes, ils disent ça, c'est les bons policiers. Puis je dis ça avec des gros guillemets, là, mais pour eux, ils savent qu'ils sont pas là en mode répressif ou en mode coercitif, là, c'est pas leur rôle. Ils viennent pas donner des constats, puis ça demeure des policiers dans l'obligation, on procède à des arrestations, mais c'est pas leur mandat. Ils sont pas là pour ça, ils sont vraiment là pour essayer d'offrir des services, réattacher ces gens-là. Donc, la relation est super bonne. Quel genre de formation ont les policiers dans l'escouade au niveau psychologique, au niveau dépendance, au niveau... Ils ont, à leur intégration, on a donné des formations qui étaient aussi,
sensiblement les mêmes que nos agents de l'équipe d'intervention psychosociale. Soit des formations avec des partenaires là, du réseau de la santé au niveau des pathologies santé mentale, comment intervenir selon certaines pathologies. Également les dépendances, parce que tu sais, il faut faire la distinction parfois entre psychose toxique et problème de santé mentale. Là, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un en psychose toxique, quand il n'est pas en état de consommation, on peut avoir avec ces gens-là la même conversation qu'on a, vous et moi, là, présentement. Fait qu'il y a une distinction. Fait qu'il y a quand même une bonne formation, une bonne préparation, puis évidemment, on continue à travailler avec nos partenaires du réseau de la santé, puis c'est important, là, vous m'amenez sur le point, si vous me permettez. Oui. On travaille aussi en partenariat. On a un intervenant de l'équipe Proximité Accès du CLSC, qui relève la direction des programmes santé mentale et dépendance, qui travaille avec nous pour l'instant en raison de 2 jours semaine, donc qui intervient avec nous. Donc, on a quelqu'un du réseau de la santé qui connaît évidemment davantage tous les services qui peuvent être offerts, puis qui aide, par exemple, des programmes qui aident à l'obtention de carte d'assurance maladie avec un processus accéléré. Ça peut être compliqué quand on n'a plus de carte, on n'a plus ses pièces d'identité, on a besoin d'avoir des soins, mais on n'a pas sa carte, ça peut être compliqué. Donc, c'est des programmes qui existent, qui font en sorte là, que l'intervenant avec nous, là, c'est une approche qui est vraiment, vraiment efficace. Puis, tu sais, c'est un côté, veut pas, il est pas en uniforme, là, c'est vraiment bénéfique, là, ça fait des interventions qui sont davantage complètes. Puis tantôt, vous parliez aussi des liens que vous avez avec le milieu professionnel du centre-ville, les restaurateurs, les entrepreneurs, des choses comme ça. La relation est-tu quand même assez bonne entre les itinérants, puis la police et les commerçants? Oui, c'est sûr que c'est un peu de la sensibilisation à faire. Il y a des situations, je vais vous donner des choses que j'ai entendues récemment. Par exemple, c'est un commerçant qui nous dit, bon, ben, tu sais, j'ai de l'urine dans mon entrée de commerce. Forcément, tu sais, c'est quelqu'un en situation d'itinérance qui est venu. Fait que là, il y a un bar à 100 mètres là, à côté. Ça se peut-tu que ce soit un client du bar qui est sorti à 3 heures du matin? On fait beaucoup d'associations, puis qu'on met tous nos œufs dans le même panier, de dire, on a une problématique, voici, c'est relié, le graffiti, par exemple. Puis je vous dis pas qu'il n'y a pas de problématique de cohabitation. Mais tu sais, faut vraiment bien connaître la situation, puis nos agents sont là pour ça. Puis d'ailleurs, un peu en marge du forum itinérance, demain, il y a un déjeuner des entrepreneurs où est-ce qu'on va participer, puis nos policiers vont être présents justement pour échanger. Donc, il y a ça qui va se dérouler demain matin, mais on se rend directement les rencontrer aussi pour voir comment que ça se passe, si tout va bien, s'il y a des... Parfois, vous savez, les commerçants n'osent pas nous appeler, prennent pas le téléphone selon certaines situations, mais on prend les devants puis on va les rencontrer régulièrement. Dans les prochains mois, y a-t-il des gros programmes qui s'en viennent, des gros changements, soit avec vous ou au niveau de l'itinérance à Sherbrooke? Pas des gros programmes à ma connaissance. Là, on est à consolider. Notre équipe, vous savez, est arrivée de façon permanente là. Avec le vote au conseil municipal en janvier 2025, le temps d'intégrer nos policiers, les former, les préparer, puis d'inclure tout le monde, ils ont été vraiment en place en avril 2025. Donc, ça fait à peine 1 an. Fait on est vraiment à consolider nos pratiques. Donc, pour l'instant, là, on est plus dans ce mode-là qu'en mode développement. Mais on reste à l'affût des bonnes pratiques. On a des échanges avec les autres villes, avec les autres corps policiers dans la province. Puis évidemment, on partage ce qu'on fait, mais on va chercher aussi là, ce qui pourrait être utile à Sherbrooke. Puis l'escouade Axi, est-ce que c'est une escouade qui existe dans d'autres municipalités au Québec ou ça a été développé puis c'est une initiative ici à Sherbrooke? C'est une initiative. Là, je vous ramène au plan d'action municipal en itinérance qui a été mis en place en 2022, là, mais mis effectif octobre 2023. Dans ce plan-là, comme action, on devait voir le service de police à, justement, mettre en place, c'est public, là, le plan d'action municipal. Dans l'action qu'on devait mettre en place, c'était une équipe semblable à l'EMRI. L'EMRI, au SPVM, là, pour l'équipe mobile de référencement et d'intervention en itinérance, eux travaillent aussi en équipe mixte avec un intervenant du réseau de la santé. Mais la distinction, c'est que eux
n'interviennent qu'auprès des gens qui ne sont pas affiliés au réseau de la santé, qui n'ont aucune équipe traitante, qui n'ont personne qui relève là, de médecins traitants, psychologues, psychiatres ou autres. Donc, nous, ici, on a adopté notre modèle au niveau local. Puis Montréal ne font pas nécessairement de vigie ou de gestion de salubrité dans les campements. Nous, ça fait partie de notre mandat. Ah. Donc, on a vraiment adapté ce qu'ils font à Montréal, ici, localement, pour que ça réponde davantage à nos besoins. Je trouve que c'est une excellente initiative pour la ville de Sherbrooke, puis avec le SPS, là, merci beaucoup. Quand j'ai été à la journée porte ouverte au quartier général, dans la tente où est-ce qu'on parlait justement de Lexi, il y avait un autre programme qui est On rentre à la maison. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de ce programme-là. Je sais que c'est plus au niveau des gens d'Alzheimer ou... Oui. Des personnes, tu sais que ça peut être de tout âge, là, mais avec des pertes cognitives. Donc souvent, évidemment, là, on parle d'Alzheimer là, avec un certain âge, qui sont en perte d'autonomie. Les familles, les gens proches de ces gens-là peuvent aller sur le site de la Société d'Alzheimer du Québec et inscrire leurs personnes proches là, qui est en perte cognitive. Et avec ce formulaire-là, ça nous donne plein d'indications sur les habitudes de vie de la personne, ses déplacements, où est-ce que, je vous parlais d'habitude de vie, là, l'habitude de fréquenter quel endroit, quelle personne. Donc, si jamais la personne est portée disparue par la famille ou que nos patrouilleurs de nuit remarquent une personne d'un certain âge en train de déambuler, qui a l'air à errer un peu, évidemment, on va intervenir, puis on peut faire des recherches ensuite dans notre banque de données qui nous donne ces informations-là. Puis le formulaire permet aussi d'avoir des référents, des personnes à qui rejoindre en tout temps pour s'assurer là, que la prise en charge se fasse là, par un membre immédiat de la famille. Merci pour toute cette information-là. Moi, c'est des programmes que je ne savais pas qu'ils existaient là, au SPS. Vous avez mon numéro de téléphone. Si jamais vous avez n'importe quoi qui se passe, s'il y a des activités, vous aimeriez qu'on diffuse l'information par rapport à Lexi ou d'autres programmes sociaux, gênez-vous pas, appelez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Puis, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes ce matin pour venir nous jaser. Ben, le plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation, c'est gentil. Bon, ben à la prochaine. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.